À 2 jours de son anniversaire, Kim Jong-un frappe fort. Le leader nord-coréen annonce avoir réussi son premier essai de bombe à hydrogène. Les experts sont sceptiques et les condamnations de la communauté internationale unanimes. Un an après les attentats, le numéro anniversaire de Charlie Hebdo est dans les kiosques. Le public est oui au rendez-vous, mais on est loin de la frénésie de l'an passé. Et l'effondrement de l'autorité palestinienne, ce n'est pas pour demain. Voilà la réponse de Mahmoud Abbas aux mises en garde de Binyamin Netanyahou. Le président de l'autorité palestinienne s'exprimait depuis Bethléem. Bienvenue si vous nous rejoignez sur I24 News. On va tout d'abord parler économie avec vous, Johanna Citruc. Bonsoir. Bonsoir. Coup d'envoi des soldes d'hiver en France. Oui, ça y est, c'est parti pour 6 semaines de rabais. Depuis ce matin, les Français peuvent profiter de nombreuses démarques de 30%, 50%, parfois même plus. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien, il n'y a pas que les clients qui sont gagnants. C'est aussi une période très importante pour les entreprises, pour les magasins qui peuvent écouler leurs stocks, leurs invendus, tout en boostant leur chiffre d'affaires. Écoutez. La période de solde, c'est une période importante, en particulier la période de solde d'hiver. Ça représente aux alentours de 13% du chiffre d'affaires annuel. Et il faut savoir que le premier jour des soldes, c'est le premier jour en termes de poids de chiffre d'affaires de l'année. Donc ça reste un rendez-vous incontournable. Alors les enjeux sont gros. Est-ce que les Français étaient au rendez-vous pour ce premier jour ? Eh bien, selon les premiers chiffres, c'était plutôt calme. Par exemple, à la mi-journée, le magasin Le Printemps faisait part d'une fréquentation en baisse de 7% par rapport à l'année précédente. Pourtant, le contexte économique est plutôt propice avec une inflation faible, quasiment nulle même ces derniers mois. Donc ça booste le pouvoir d'achat. En fait, il y a plusieurs explications, plusieurs problèmes. Premièrement, les Français ont déjà beaucoup dépensé pendant les fêtes, notamment à Noël. Deuxièmement, il ne fait pas très froid. Donc tous les articles assez chers, donc du type veste, manteau, bottes, ça se vend assez difficilement. Troisièmement, il y a déjà eu beaucoup de promotions en novembre et en décembre pour booster la consommation qui était en baisse après les attentats de Paris. Résultat, lors d'une visite dans un centre commercial ce mercredi matin, le ministre de l'économie Emmanuel Macron s'est exprimé. Il a appelé les Français à se mobiliser. On l'écoute. C'est très important en ce début d'année de montrer que nous avons la volonté vraiment d'être aux côtés de tous nos commerçants, les petits et les grands, parce que la fin de l'année a été très difficile. La France a été touchée par les attentats que vous connaissez. Ça a été très dur. Pour certains, il y a eu des vraies pertes d'activité. Il y a eu une angoisse dans le pays légitime qui s'est manifestée. Il faut que ça reparte. Et ce volontarisme, cette mobilisation générale, c'est l'esprit aussi de cette journée. C'est cet esprit positif et volontaire que nous voulons souligner. Bon, l'esprit positif, il n'est pas encore dans les magasins. En revanche, sur la toile, il est présent. Oui, les Français sont de plus en plus adeptes du web pour faire leurs soldes. Par exemple, ce matin, le site Cdiscount a constaté une hausse de ses ventes de 30% par rapport à 2015. Et puis, il y a aussi les boutiques, donc les véritables points de vente physiques qui vendent aussi sur Internet, qui proposent de réserver des articles en ligne pour éviter la cohue dans les magasins. Et ça fonctionne plutôt bien. En tout, près de 7 acheteurs sur 10 devraient utiliser Internet cette année pour faire leurs soldes. Finalement, les Français consomment peut-être un petit peu moins, mais surtout, ils consomment différemment. Donc, rendez-vous le 16 février à la fin des soldes pour un bilan plus complet. Merci, Johanna Citruc, pour ce point. Dans le reste de l'actualité, 6e journée de traque en Israël. Le tireur de l'attentat de Dizengoff court toujours. Les proches de Nachat Melchem sont dans le collimateur des services de sécurité. Son père est toujours aux mains des enquêteurs. Et les recherches se concentrent désormais sur la Cisjordanie. Le point sur l'enquête, c'est avec Maël Benoliel. La chasse à l'homme continue et s'élargit désormais vers les villes arabes du nord d'Israël. Cela fait 5 jours que Nachat Melchem court toujours sans que les forces de sécurité ne parviennent à retrouver celui qui a tué 3 Israéliens et blessé 8 autres à l'arme automatique vendredi dernier à Tel Aviv. D'après les autorités, l'homme de 31 ans aurait bénéficié de complicité. Mohamed Melchem, le père de Nachat, a été arrêté mardi matin. Selon certaines sources policières, ce dernier aurait reçu un coup de téléphone de son fils le jour même de l'attaque. Il est toujours en garde à vue. Ce qui n'est plus le cas de Jouadat Melchem, le frère du tireur, qui a été libéré ce mercredi. Aucune charge n'a été retenue contre lui. Je suis heureux d'être à nouveau libre, sans charge retenue contre moi. Je tiens à remercier mon avocat. Personne dans la famille n'est complice.
En attendant, la police procède encore à d'autres interpellations au sein de la famille et de certains proches de Nachat Milchem, dont 2 cousins et un ami. Tous sont suspectés de complicité d'assassinat, d'homicide involontaire et d'appartenance à une organisation illégale. Le virage sécuritaire se confirme pour le gouvernement Hollande après les attentats du 13 novembre, selon le texte d'un projet de loi consulté par le journal Le Monde. Plusieurs mesures particulièrement musclées pourraient bientôt voir le jour, des mesures qui pourraient notamment augmenter considérablement les pouvoirs de la police. Océane Nicole nous en dit plus. Le gouvernement est prêt à tout pour durcir le code pénal. L'idée émane du Premier ministre français Manuel Valls. Il souhaite instaurer de façon permanente certaines mesures mises en place pendant l'état d'urgence. Le but, mieux lutter contre le terrorisme. Le gouvernement a préparé un texte qui sera remis prochainement lors d'un conseil des ministres. Plusieurs points sont d'ores et déjà connus. Les policiers pourront, en cas de nécessité et en plus du cas de légitime défense, utiliser leur arme de fonction pour neutraliser des personnes susceptibles de commettre des homicides. Les policiers et gendarmes pourront également contrôler l'identité de n'importe quelle personne et procéder à des fouilles de bagages et de véhicules sous l'autorité du préfet et non du procureur. Autre mesure, les perquisitions de nuit qui étaient réservées aux juges. Elles pourront désormais être ordonnées à tout moment lors d'enquêtes préliminaires du parquet. Des perquisitions qui se feront également dans les logements de façon préventive pour prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique. Le gouvernement de Manuel Valls est persuadé que la police dispose d'outils insuffisants face à la menace terroriste et il est impératif de changer ça. Autre mesure qui vise cette fois les personnes soupçonnées d'avoir fait le djihad en Syrie ou en Irak et qui voudraient commettre des attentats en France. Elles se verront dès leur retour assignées à résidence, une mesure qui pourrait être suspendue si cette personne se soumet à des actions de réinsertion et d'acquisition de valeurs de citoyenneté. La crise entre l'Iran et l'Arabie Saoudite continue de prendre une tournure régionale. Le chef de la diplomatie irakienne s'est rendu à Téhéran. Aujourd'hui, Ibrahim Al-Jafari a tenu une conférence de presse conjointe avec son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif. Il a assuré que l'Irak ne pouvait pas rester les bras croisés après l'exécution du religieux saoudien chiite Nimar al-Nimer. Il propose donc sa médiation. Les incidents qui se sont passés dans la nuit de samedi à Téhéran sont totalement inacceptables. Tous les responsables de la République islamique d'Iran, de l'État, de l'armée et les autorités judiciaires ont sérieusement condamné ces actes. Nous ne voulons pas nous ingérer dans les affaires de quiconque, mais quand le citoyen Nimar al-Nimer fait partie de la classe des érudits et lié aux autorités religieuses et de manière générale au sentiment de la nation islamique, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. En ligne avec nous, Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Bonsoir. Alors, quel intérêt a l'Irak aujourd'hui à jouer les médiateurs dans cette crise ? Parce que parmi les pays à majorité chiite de la région, c'est le seul pays qui a le moins de contentieux avec l'Arabie saoudite et sunnite. Il y a même, si vous voulez, ces derniers jours, il y a eu, avant la décision saoudienne d'exécuter le Shir al-Nimr, une tentative de normalisation des rapports entre les deux pays avec la venue à Bagdad du ministre saoudien des Affaires étrangères. Car les deux pays ont un ennemi commun, il faut le rappeler, c'est l'État islamique. Et puis l'Irak a de très bons rapports avec la Syrie et l'Iran, qui sont des ennemis de l'Arabie saoudite. Alors, est-ce que le rapprochement entre l'Iran et l'Irak qui a été amorcé se confirme aujourd'hui ? Alors, je dirais, Daniel, il ne s'agit pas d'un rapprochement entre l'Iran et l'Irak. Depuis que George W. Bush a déclenché la deuxième guerre du Golfe en mars 2003, qui a provoqué la chute de Saddam Hussein, le sunnite, il n'a fait que semer le chaos dans ce pays au profit de la majorité chiite qui est depuis sous la coupe de l'Iran. Alors, tous les gouvernements qui se sont succédés à Bagdad sont les vassaux de Téhéran. D'ailleurs, dans la lutte contre l'État islamique, c'est le grand patron des forces armées iraniennes, Soleimani, qui supervisait récemment les opérations militaires au sol avec des troupes iraniennes sur le terrain irakien. Alors dans cette affaire, pour conclure, l'Irak sert d'habillage pour que personne ne perde la face au milieu de la tension actuelle. Alors on comprend en tout cas, en vous écoutant, c'est une crise qui prend une tournure régionale. Quelle influence sur les grands dossiers du jour ? On pense bien sûr au dossier syrien. Il y a ces négociations qui approchent à la fin du mois.
Si vous voulez, le dossier syrien est loin d'être résolu, puisque l'Arabie saoudite, je vous le rappelle, veut le départ, la chute de Bachar el-Assad, alors que l'Iran et puis la Russie et d'autres pays chiites veulent le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir. Donc ça va compliquer la situation. Et pour l'instant, les chances de voir à la fin du mois, à Genève, la tenue d'une reprise des négociations sur l'avenir politique de la Syrie sont fort compromises, elles sont très hypothéquées. Et puis maintenant, il ne faudrait pas que la situation s'embrase, et tout le monde en est conscient, parce qu'il y a tout l'enjeu pétrolier, avec l'Arabie saoudite, premier producteur de pétrole mondial, et puis l'Iran aussi, qui cherche à réémerger sur la scène internationale après son accord sur le nucléaire, et puis avec surtout la récupération de 100 milliards de dollars qui vont lui permettre à nouveau d'exercer ou d'accroître son influence dans toute la région et auprès de tous ses alliés, Irak, Syrie, Yémen et Hezbollah au Liban, et qui représente un véritable danger pour la stabilité de la région. Christian Mallard, merci pour ce décryptage. En Turquie, la bête noire d'Erdogan devant les juges. Le procès de la confrérie de Fethullah Gülen s'est ouvert aujourd'hui. 69 membres de l'organisation sont accusés d'avoir formé une organisation armée pour renverser le gouvernement. Le chef du mouvement, lui, est exilé aux États-Unis. Il est donc jugé par contumace. On passe en revue les enjeux de ce procès. C'est avec Léa Berdugo. Le réquisitoire est lourd. Le procureur d'Istanbul demande la prison à vie contre Fethullah Gülen. L'ancien allié de Recep Tayyip Erdogan est accusé d'avoir constitué une organisation terroriste et d'avoir fabriqué des allégations de corruption qui ont fragilisé le régime conservateur. L'imam n'était pas présent au tribunal. Son avocat nie catégoriquement ces accusations. Il dénonce un procès politique. En Turquie, il y a toujours eu des procès politiques à chaque période de son histoire, malheureusement. Les procès politiques durent un temps, mais une fois passés, on reconnaîtra notre innocence et on rétablira l'honneur du mouvement Gül et de M. Fethullah Gülen lui-même. Je pense que c'est clair, mais pour l'instant, nous devons subir ce procès. Ce procès s'inscrit dans un mouvement d'étouffement de la confrérie Gülen. Tout commence le 17 décembre 2013 avec le scandale des écoutes téléphoniques. De nombreuses conversations privées sont divulguées. Elles mettent en lumière des pratiques de corruption au plus haut sommet de l'État. Parmi les lanceurs d'alerte, des policiers et des procureurs affiliés à la confrérie. La justice les assigne. Fethullah Gülen était le meilleur allié du parti conservateur AKP. Il dirige un vaste réseau d'écoles, d'ONG et d'entreprises sur lequel s'est appuyé Erdogan pour asseoir son autorité. Mais aujourd'hui, la confrérie est devenue indésirable pour le pouvoir. Depuis 2013, 2000 de ses partisans ont été arrêtés. Exilé aux États-Unis depuis plus de 15 ans, Fethullah Gülen sera jugé par contumace. Et on en vient à ces propos polémiques qui refont surface plus de 20 ans après les faits. Yitzhak Rabin est devenu un héros uniquement parce qu'il a été assassiné. La phrase aurait été lâchée par Binyamin Netanyahou à l'époque des funérailles de l'ancien Premier ministre israélien. Il était alors leader de l'opposition. On en parle avec vous, Daniel Haïk. Bonsoir. Bonsoir. Comment ce vieux dossier est-il sorti du placard ? Bien, il faut surtout s'intéresser à la personne qui a ressorti ce vieux dossier. C'est Martin Indy qui s'est fait interviewer dans une chaîne télévision, PBS, et qui a remis ce dossier sur le devant de la scène. En fait, d'abord, il faut faire peut-être une précision. Martin Indy affirme qu'il était assis lors des obsèques de Yitzhak Rabin, il était assis aux côtés de Binyamin Netanyahou. C'est là que Binyamin Netanyahou lui aurait dit donc j'aurais pu peut-être avoir s'il n'avait pas été assassiné, j'aurais pu le battre aux élections, etc. C'est ce que l'on dit, aujourd'hui. Maintenant, il est clair qu'on a vu des images de ces obsèques et apparemment, Martin Indy n'est pas à côté de Binyamin Netanyahou. Il aurait pu dire en tout cas à l'époque de ces funérailles, apparemment, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit il a écrit dans son livre dans lequel il parle de ses actions dans le processus de paix, dans le cadre du processus de paix, il aurait dit cela. Mais là, il a un peu modifié la version, ce qui a attiré l'attention des observateurs israéliens qui ont vérifié. Il n'était pas à côté de Binyamin Netanyahou. Netanyahou qui dément, on le rappelle. Alors, Binyamin Netanyahou qui dément formellement l'ensemble des accusations formulées par Martin Indy. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qui est Martin Indy et dans quel contexte il dit. On est en 2016, on est à la fin des 2 mandats de Barack Obama.
un des maillons, on va dire, de la chaîne de politique étrangère de l'administration Obama, c'est Martin Indyk. Il était, il y a 1 an et demi, il était le médiateur américain dans les négociations israélo-palestiniennes de 2013-2014 qui ont échoué. Et puis surtout, c'est un homme qui a accompagné le processus de paix depuis son origine. Il était conseiller de Bill Clinton au moment des accords d'Oslo. Il était là lorsque, en Israël, il était là lorsqu'il y a eu les accords d'Oslo II, lorsqu'il y a eu l'assassinat de Rabin, lorsqu'il y a eu la victoire de Binyamin Netanyahou. Et c'est un homme qui, dans toute sa carrière, s'est toujours retrouvé face à une personnalité politique israélienne, c'est Binyamin Netanyahou, qu'il considère comme étant celui qui a freiné le processus d'Oslo, freiné en remportant les élections de 1996, donc devenant Premier ministre, 6 mois à peine après l'assassinat de Rabin, et qui a depuis freiné, tout fait pour faire torpiller le processus. Il prend sa revanche on peut dire qu'il faut préciser, Martin Indyk, on pourrait le mettre dans la classe politique israélienne entre le parti travailliste et le parti Meretz, c'est-à-dire à la gauche et extrême gauche israélienne. Il s'y trouverait tout à fait à l'aise. Donc c'est un homme qui vient exprimer une forme de frustration de cet échec du processus d'Oslo. Oslo est aujourd'hui un processus qui a échoué et il explique pourquoi. Il dit voilà, le principal responsable, c'est Binyamin Netanyahou. Alors des frustrations, il y en a eu également. On s'en souvient tous bien sûr autour du dossier nucléaire iranien. Et là encore, révélation notamment sur l'attitude colérique de Binyamin Netanyahou. Oui, alors dans le même contexte, effectivement, on se souvient de la crise provoquée par le refus de Binyamin Netanyahou d'accepter l'accord avec l'Iran, sa volonté d'aller devant le Congrès. Tout cela, Martin Indyk sait apparemment que Binyamin Netanyahou tapait du poing, mais ce n'est pas une véritable surprise. Martin Indyk, comme d'autres conseillers de Barack Obama, ont appartenu à ceux qui étaient autour du président américain lorsqu'il a été élu en 2008, quelques mois avant que Binyamin Netanyahou ne devienne Premier ministre, et qui avaient tout de suite conseillé par leur expérience face à Binyamin Netanyahou, de faire pression sur Binyamin Netanyahou, que Binyamin Netanyahou, si on faisait pression sur lui, eh bien il céderait. Finalement, cela ne s'est pas avéré tout à fait vrai, et quelque part, et là il faut le souligner, Nathaniel, dans le cas précis, dans cette interview aussi, en dépit de toutes les critiques émises envers Binyamin Netanyahou, eh bien Martin Indyk émet tout de même une réserve par rapport à la stratégie, on va dire proche-orientale de Barack Obama. Il dit que l'une des parts de la stratégie, c'était de s'éloigner d'Israël et de se rapprocher du monde arabe, et il a dit que de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que c'était une stratégie réussie, et Barack Obama a échoué à ce niveau-là. C'est déjà un son de cloche qu'on avait déjà entendu de la part de gens comme Denis Ross, qui étaient des conseillers de Bill Clinton, même de la part de Michael Oren, qui était l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis il y a encore 2 ans. Donc là aussi, de ce côté-là, on peut dire que Martin Indyk, quelque part, fait une forme de mea culpa de la part. C'est une sorte de bilan, tout simplement. On est à la veille de la fin du mandat de Barack Obama. C'est une forme de déclaration de bilan plutôt pessimiste. Et c'est également le moment de régler ses comptes. Merci beaucoup, Daniel Haïk. Dans l'actualité internationale, Angela Merkel sous pression après les agressions sexuelles du Nouvel An à Cologne. L'origine nord-africaine supposée des agresseurs a relancé le débat sur la politique migratoire du pays. La chancelière allemande affronte à nouveau des critiques contre sa politique d'ouverture aux réfugiés. Explication, Léa Berdugo. Depuis 24 heures, les témoignages continuent d'affluer. Cette femme fait partie de celles qui ont porté plainte pour agression le soir du Nouvel An. Elle raconte. Tout d'un coup, ces hommes regroupés autour de nous ont commencé à nous toucher. Ils ont touché nos fesses et mis leurs mains entre nos cuisses. Ils nous ont touchés partout. Ma copine a voulu sortir de la foule, mais quand je me suis retournée, un des hommes a attrapé mon sac et me l'a arraché. Les langues se délient et les forces de police restent mobilisées. 3 suspects auraient été identifiés, mais pour l'instant, aucune information n'est diffusée sur leur identité. Car leur origine supposée n'en finit pas de susciter la polémique. Les autorités parlent d'une foule d'1 millier d'hommes qui seraient à l'origine de ces agressions. Selon certains témoins, ils seraient d'apparence arabe ou nord-africaine. Les réactions politiques s'enchaînent. Certains parlent d'une conséquence de la politique d'immigration d'Angela Merkel. Un responsable local met en garde contre les jugements hâtifs.
Ce qui est en train de se produire sur les sites internet de droite et sur les forums de discussion est au moins aussi terrible que les crimes commis par ceux qui ont attaqué ces femmes. Cela empoisonne le climat de notre société, on criminalise les migrants et plus aucune différence n'est faite entre les gens. La maire de Cologne a réagi dès hier soir en encourageant les femmes à garder une distance physique face aux inconnus, une déclaration qui a surpris l'opinion publique. Pourquoi devrions-nous garder nos distances? C'est plutôt une erreur de formulation, non? La tension reste palpable ce mercredi à Cologne. Des heurts ont éclaté entre manifestants d'extrême droite et d'extrême gauche devant les lieux de la vague d'agression. La guerre des nerfs se poursuit en Oregon. 4e journée de mobilisation pour les éleveurs armés qui occupent le siège d'un parc national. Ils protestent contre la condamnation d'agriculteurs à une peine de 5 ans de prison pour avoir mis le feu à des terres fédérales. Les agriculteurs qui se sont pourtant désolidarisés de leur action, comme nous l'explique Lise Barenbaum. Ils sont des dizaines, éleveurs et fermiers armés, à occuper un parc naturel dans l'Oregon, au nord-ouest des États-Unis. Ces hommes réclament une meilleure gestion des terres agricoles et défient la police depuis 4 jours à l'endroit de leur siège, le Malheur Wildlife Refuge. Ces miliciens anti-gouvernementaux qui se sont baptisés les citoyens pour la liberté constitutionnelle comptent bien se faire entendre par le gouvernement fédéral, même si les 2 éleveurs qui sont à l'origine du mouvement se sont rendus à la police. Dwight Hammond, 73 ans, et son fils Steven, 46 ans, ont été condamnés à 5 ans de prison en appel pour avoir mis le feu à des terres fédérales. Le père et le fils ont même fait appel à la clémence de Barack Obama. Pour les manifestants, les 2 hommes seraient harcelés par les autorités parce qu'ils ont refusé de vendre leurs terres au gouvernement fédéral. C'est à nous de décider. Est-ce que nous autorisons ces choses à continuer ou est-ce que nous prenons position pour que cela n'arrive plus à d'autres personnes à travers le pays, pour que ces gens ne viennent plus dans nos maisons, voler nos droits, pour qu'ils ne viennent plus dans les foyers de nos enfants et voler leurs droits. Le leader du groupe, Ammon Bundy, n'est autre que le fils de Cliven Bundy, un rancheur du Nevada, dont le bras de fer avec les fédéraux en 2014 avait fait la une des médias. Notre but, c'est que les bûcherons retournent couper des arbres, que les éleveurs s'occupent de leurs bêtes, que les mineurs soient à la mine, que les fermiers travaillent leurs terres afin de réveiller l'économie de cette région. Cette situation reflète une croyance fondamentale de ces miliciens. Le gouvernement conspirerait contre le peuple américain. Pourtant, le gouvernement verse chaque année plus de 500 millions de dollars de subventions aux éleveurs faisant paître sur les terres fédérales. Mais de tout temps, les antifédéraux ont exigé que les terres publiques soient placées sous l'autorité des États et des comtés et non du gouvernement fédéral. Aujourd'hui, le groupe de manifestants se dit prêt à tenir des années jusqu'à ce que le gouvernement rende les terres fédérales aux exploitants locaux. Ça n'a rien à voir avec les Bundy. C'est par rapport à notre Constitution et aux violations faites à notre Constitution. Pour l'instant, la police ne lance aucune intervention et travaille avec le shérif local pour trouver une issue pacifique. Sans otages en danger, le FBI préfère attendre et éviter un assaut sanglant comme lors du siège de Waco en 1993 qui s'était soldé par la mort de plus de 80 personnes. Et on va tout de suite faire le point avec notre correspondante aux États-Unis, Danielle Ziri. Bonsoir. C'est une affaire qui fait du bruit aux États-Unis. Tout à fait, Daniel. Il faut dire que, en fait, la raison pour laquelle cette histoire agite les États-Unis en ce moment et depuis plusieurs jours, c'est parce que ces miliciens sont armés. Et comme vous le savez, en ce moment, on parle beaucoup aux États-Unis des armes à feu, avec ce nouveau plan d'Obama qu'il a annoncé hier à la Maison-Blanche, et puis, bien sûr, la menace terroriste qui fait toujours les grands titres ici aux États-Unis. Et donc, le fait qu'ils soient armés, c'est ce qui agite les gens ici. Et comme le shérif d'ailleurs de ce village dans l'Oregon a dit hier, cette manifestation a cessé pour lui d'être pacifique lorsqu'ils ont décidé d'inclure des armes à feu. Donc maintenant, il y a tout un débat aux États-Unis qui porte sur la question de savoir est-ce qu'on doit appeler ces miliciens manifestants des terroristes ou pas. Surtout qu'ils semblent vraiment avoir pris la zone en otage puisque la vie quotidienne sur place a été en quelque sorte interrompue. Par exemple, avec les écoles fermées depuis déjà plusieurs jours. Donc on peut vraiment dire qu'ils assiègent ce coin de l'Oregon. Merci Danielle Ziri pour ces précisions en direct de New York.
Il n'a pas encore commencé, mais fait déjà beaucoup de bruit. Je veux parler du festival d'Angoulême qui doit se tenir fin janvier. Et Rudy Saada, bonsoir. Ce festival est accusé de sexisme. Absolument. Alors c'est vrai que c'est un des festivals les plus importants en France. Chaque année, fin janvier, il draine plus de 200 000 amoureux du 9e art, c'est-à-dire de la bande dessinée. Alors on va rappeler comment cette polémique a éclaté. Mardi, la direction du festival publie 30 noms des dessinateurs éligibles au Grand Prix. Alors dans cette liste, eh bien, il y a 30 hommes, aucune femme. Donc émoi du côté de 200 dessinatrices qui lancent sur Internet un appel au boycott de ce vote qui est censé désigner les 3 finalistes. Et cet appel a été suivi par une dizaine d'auteurs qui eux-mêmes étaient sur cette fameuse liste, dont Johan Sfar ou encore Riyad Satouf. Alors la polémique a enflé sur les réseaux sociaux à travers un hashtag Women Do BD, c'est-à-dire les femmes font de la BD. Et ce matin, Coco, dessinatrice à Charlie Hebdo, a réagi à la polémique au micro de nos confrères de France Inter. C'est honteux et c'est d'autant plus étonnant en fait parce qu'il y a comment ils ont pu sélectionner les auteurs sans se rendre compte qu'il n'y avait pas de femmes. Est-ce que c'est volontaire? C'est quoi? C'est des femmes dans la BD, il en manque pas. C'est vrai qu'il y en a moins que les hommes, mais par rapport aux dessins de presse, alors là on est carrément des espèces rarissimes. Donc je trouve que dans la BD ça va, il y a quand même pas mal de femmes et j'espère qu'il en aura de plus en plus. Alors justement, la direction du festival a réagi, elle a rectifié le tir. Oui, le communiqué est tombé cet après-midi. Alors la direction du festival décide d'amender la liste, surtout de la prolonger pour pouvoir y inclure le nom de dessinatrice. Alors en fait, la ligne de défense du festival est la suivante. Le Grand Prix récompense une carrière entière d'un dessinateur et donc la féminisation du métier, aussi bénéfique qu'elle soit, eh bien c'est un phénomène tout à fait récent. Mais alors ce rétro-pédalage désormais pose un autre problème aux dessinatrices qui vont être choisies et réintroduites sur cette fameuse liste. Et bien même si leur travail est reconnu et que leurs BD se vendent très bien, eh bien il va falloir désormais jouer avec un soupçon de favoritisme. C'est-à-dire est-ce qu'elles ont été mises sur cette liste pour leur mérite ou parce qu'il y a eu polémique. Alors cette polémique en tout cas, elle aura eu le mérite de ne pas être tout à fait stérile. Ce matin, la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, a jugé anormal le peu de représentation féminine dans les palmarès, alors que la féminisation de la bande dessinée, eh bien, c'est un fait, et c'est un fait qui fait beaucoup de bien à cet art. Donc le Monde nous rappelle une donnée très simple pour terminer, une donnée simple. En 42 ans de festival, eh bien, une seule femme a réussi à se glisser, à se hisser en tête de ce fameux Grand Prix. C'était Florence Sestac et c'était en 2000. Merci Rudy Saada pour ce décryptage. Restez avec nous. Je vous retrouve tout de suite après un nouveau journal pour la suite du Grand Direct. Il sera notamment question des commémorations des attentats de janvier. Vous le savez, ça a commencé déjà depuis hier. On s'attardera notamment sur cet hommage rendu par le maire d'une ville. Nous serons en ligne avec lui. Des hommages rendus avec des rues attribuées au nom des victimes. On parlera également de cette découverte, en tout cas cette énigme autour de la tradition juive. Le Codex d'Alep, c'est la plus ancienne version de la Bible hébraïque. Il manque 190 pages. Où sont-elles passées? Eh bien, restez avec nous, vous le saurez juste après un nouveau journal qui vous est présenté par Alice de Comarmont.